Les estivales de la question animale. Bonjour à toutes et à tous. Donc le titre de cette présentation, c'est « Orienter notre carrière pour aider le plus possible les animaux ». Pour clarifier un petit peu d'où vient l'idée de cette présentation, et en fait c'est assez associé à mon parcours personnel, vous pouvez voir que j'ai passé beaucoup de temps dans différents rôles. Ça fait bientôt une quinzaine d'années que je travaille, et je suis passé par toutes les étapes. J'ai fait des études dans un domaine qui m'ont emmené sur des premiers rôles, et malgré toutes mes bonnes intentions, j'ai mis un certain temps à réussir à comprendre comment appliquer mes compétences et mon énergie et mes efforts à améliorer le monde, ou à essayer en tout cas. Donc voilà, je suis passé par un certain nombre de rôles pour récemment, donc il y a 3 ans maintenant, travailler dans l'association Altruisme Efficace France, où une de mes casquettes, c'est donc de faciliter des transitions de carrière avec des personnes, des individus, des particuliers et particulières. Pour un petit peu clarifier aussi ce que c'est que mon point de départ idéologiquement, donc c'est l'altruisme efficace. L'altruisme efficace, l'idée, c'est trouver et mettre en pratique les meilleures manières d'aider dans le monde. C'est à la fois une philosophie qui consiste à employer une approche rationnelle fondée sur les preuves pour identifier les meilleurs moyens de faire le bien, d'aider, de contribuer dans le monde. Et c'est pas seulement des idées, mais c'est aussi un mouvement de personnes qui s'efforcent de mettre en place ces idées. Ça, c'est le mouvement. Donc, en France, il y a cette association qui s'appelle Altruisme Efficace France, pour laquelle je travaille. On a un site, il y a pas mal de ressources, et c'est de notre site et notamment des travaux d'une association qui s'appelle 80 000 heures, 80,000 hours en anglais, qu'on a extrait un certain nombre de choses. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est 3 concepts qui me paraissent assez essentiels, parfois négligés, pour réfléchir à l'impact de notre carrière, et pas juste réfléchir, mais l'orienter de manière à aider le plus possible. Le premier, c'est le capital professionnel, ce qu'on peut appeler le capital professionnel. C'est les ressources, les avantages qu'une personne peut développer tout au long de sa carrière professionnelle et qu'elle peut mobiliser pour avoir un impact positif maximal sur le monde. Et en fait, on voit que c'est pas aussi simple que X années d'expérience. C'est X années d'expérience composées de beaucoup de choses qui ont permis de développer beaucoup de choses différentes. Ça peut être des compétences qui peuvent être dures ou molles, comme on dit. Ça peut être des langues, un réseau, bien sûr, des diplômes, des références de collaborateurs, collaboratrices, de personnes pour qui on a travaillé ou avec qui on a travaillé, des traits de caractère. Un certain nombre de personnes sous-estiment à quel point il ne s'agit pas de se faire violence, mais travailler sur ces traits de caractère pour atteindre mieux nos objectifs. On peut aussi développer une certaine sécurité financière qui peut permettre de prendre des risques et s'orienter vers des projets un petit peu plus difficiles. Quelque chose qui est important aussi à voir, donc quand on parle de capital professionnel, l'idée c'est de se projeter dans le temps, c'est qu'on développe des choses qui vont nous permettre de mieux agir dans la durée. Et ce que je vous propose là, c'est de réfléchir sur ces 5 années, les 5 années à venir. Je peux essayer de comparer une option de carrière A, une voie, disons A, et une voie B. Et essayer d'estimer d'une manière ou d'une autre, on peut imaginer le nombre de personnes touchées, d'animaux aidés, de souffrances épargnées. On peut essayer d'imaginer notre contribution et l'impact qu'on a. Et on voit que souvent, il y a des options qui paraissent clairement meilleures que d'autres. Et là, je pense que c'est assez évident que sur les 5 années à venir, on a envie de privilégier l'option en rouge, où on a beaucoup plus d'impact, surtout cumulé sur 5 ans. Le point ici, c'est de voir qu'il faut des fois regarder sur 5 ans, des fois il faut élargir l'horizon,
Et on voit que peut-être qu'après un départ plus lent, parce qu'il faut passer du temps à se former, à développer des compétences pour aider davantage et contribuer mieux. Et on voit qu'en fait, peut-être que des fois, on peut avoir un démarrage un peu lent, mais qu'ensuite, ça nous permet d'être beaucoup plus performants et de contribuer bien davantage pendant des décennies. Et donc là, on préfère finalement l'option A, l'option en bleu. Pourquoi c'est important, le capital professionnel? Pour un certain nombre de raisons, mais première chose, donc, c'est, comme on l'a vu, l'impact, ça s'évalue dans la durée. Et il ne s'agit pas de... On peut avoir une préférence pour aider le plus vite possible, et souvent on a un sentiment d'urgence parce qu'on sait à quel point il se passe des choses horribles dans le monde, et pour un tellement grand nombre d'individus. Il n'empêche qu'en fait, il y aura des individus nombreux aussi qui souffriront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et que il faut aussi réfléchir à l'efficacité de ce point de vue-là. Combien d'individus on va aider, même si c'est pas dans les prochains mois ou les toutes prochaines années. Avoir aussi en tête que c'est beaucoup plus utile parfois, dans certains cas, d'être plus compétent. Et donc, d'être plus senior, ça aura un impact bien plus grand, et pas 50% plus grand, mais 5, 10 fois plus grand, parce que c'est des compétences plus difficiles à trouver pour certaines organisations, associations, institutions, etc. Et que donc des compétences moins développées, des choses qui nécessitent moins d'expérience ou de qualification, c'est des choses que parfois, dans certains contextes, il est assez facile de trouver des bénévoles pour faire. Quelques exemples de ça, donc de l'idée que le capital professionnel, ça peut se développer, c'est utile, et comment est-ce que ça peut se mettre en place. Donc, par exemple, c'est travailler avec des organisations en ayant en tête que c'est une bonne école, comme on dit parfois, c'est une bonne manière d'apprendre. Suivre des études, mais là, il y a un petit astérisque, qui est qu'on a tendance, surtout en France, on a tendance à vouloir passer beaucoup de temps à l'école, à l'université, en se disant c'est toujours mieux, c'est plus sûr, c'est moins dangereux pour moi personnellement, mais et sans doute que in fine ça va beaucoup aider les animaux parce que j'aurai plus d'impact parce que je serai plus qualifié. En France, on a quand même beaucoup ce biais-là de toujours faire plus d'études. En vrai, aujourd'hui, et particulièrement à une époque un peu incertaine avec les développements de l'intelligence artificielle, qui pourrait peut-être assez rapidement rééquilibrer la pertinence de certains cursus, surtout des cursus longs, il faut se poser la question. Sans doute que le bac aujourd'hui, c'est de manière au moins instrumentale. Pas mal d'employeurs ont du mal peut-être à accorder suffisamment leur confiance à quelqu'un qui aurait seulement le bac. Avoir plus qu'une licence, il faut commencer à se poser une question. Est-ce que vraiment ça va me permettre de développer des choses? Encore une fois, c'est pas que des compétences, hein, ça peut être du réseau, ça peut être d'autres choses. À quel point c'est vraiment crucial de faire ces expériences en plus. Le doctorat, ça se pose encore plus comme question. On peut envisager d'employer des voies qui mènent à des postes en politique divers. Ça peut être très divers la politique, il ne s'agit pas que de devenir président ou ministre. Et plus généralement, se démarquer, passer un petit peu de temps à essayer d'avoir des projets qui permettent de démontrer de la compétence et en même temps qui permettent d'avoir un impact et d'aider les gens ou les animaux. Ça démontre, qu'on peut vous faire confiance. Un autre outil assez important, c'est l'impact contrefactuel. L'exemple que je prends en général, c'est l'idée de prenons une personne qui réfléchit à devenir chirurgienne en France, qui n'a pas encore commencé ses études, mais qui se dit j'ai envie d'aider dans le monde. Donc là, on n'est pas sur les animaux, on est sur les humains, mais l'idée est
et que voilà, quelqu'un peut se dire, je regarde les chiffres d'après Science et Vie 2018 et 2022, c'est environ 600 ou 700 actes chirurgicaux qu'une chirurgienne va effectuer pendant une année. Il y en a un nombre décent, disons la moitié peut-être, qui sauvent la vie de la personne opérée. Et si ce n'est pas le cas de tous les chirurgiens et chirurgiennes, moi en tout cas je vais me spécialiser en chirurgie du cœur. Et là clairement ça va être des opérations qui sauvent. Donc en devenant chirurgien, je vais sauver au moins 300 personnes par an. Ça semble être un beau bilan, évidemment. Maintenant, un des soucis avec cette approche, c'est que c'est donc la considération d'un monde contrefactuel où je ne deviens pas chirurgienne. Dans ce monde-là, est-ce que toutes les personnes que j'aurai opérées vont se retrouver sans opération et mourir dans les années à venir, dans les mois et années à venir? On voit bien que non. On voit que dans le contexte, le système dans lequel on s'insère, quelqu'un qui décide de ne pas devenir chirurgien va laisser la place à une autre personne qui brigue le même rôle dans des concours assez suffisamment populaires et c'est des postes assez convoités, et donc il y aura le même nombre de chirurgiens et de chirurgiennes en France l'année prochaine que je décide de prendre cette voie ou pas. Donc c'est ça, l'idée de l'impact contrefactuel, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe dans le monde où je ne fais pas ce que je suis en train de considérer. Qu'est-ce que ça a comme implication pour le marché du travail, qui est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si on ne prend pas un job, donc, est-ce que quelqu'un d'autre le prendra? C'est particulièrement important dans les associations, où parfois il y a des postes très précis où on a besoin de compétences bien spécifiques, et parfois c'est des associations où ce qui manque c'est plutôt le financement pour recruter, mais où il y a pas mal de gens qui seraient ravis de pouvoir laisser leur job actuel pour pouvoir se consacrer plus pleinement à leur engagement. Et donc ce qu'il faut considérer là, c'est si la cause a besoin de plus de candidats ou de bénévoles. S'il y a besoin de financement, là ma réponse est oui, clairement. Dans la cause animale et en France notamment, il y a beaucoup besoin de financement. De soutien politique, sans doute, mais ça se construit d'une certaine manière. Donc les dons sont souvent contrefactuels, c'est-à-dire que si vous avez un rôle, vous êtes dans une carrière qui n'aide pas directement les animaux, sans doute que quelqu'un d'autre qui travaillerait, qui aurait un salaire à votre place, la plupart des gens ne donnent pas, et la plupart des gens ne donnent pas à la cause animale, et la plupart des gens qui donnent à des causes animales ne réfléchissent pas forcément de manière efficace et n'ont pas regardé où est-ce que leur don aura le plus d'impact. Ce qui sont pourtant des ressources consultables sur Internet avec un certain nombre de ressources dont je reparlerai. La question aussi à se poser par rapport à l'impact contrefactuel, c'est est-ce qu'on aurait une performance et une croissance particulièrement élevée si on prend ce poste-là, nous, plutôt qu'une autre personne? Donc voilà, est-ce qu'on est bien placé pour essayer de se lancer là-dedans? Appliqué non pas directement à la carrière, mais plutôt à une tendance, à des réflexions qu'on peut avoir en termes de stratégie pour la cause animale. Là, je suis parti d'un article de la newsletter de la fondation Open Philanthropy et de l'équipe qui travaille sur la cause animale et qui avait écrit quelque chose, 5 Insights from Farm Animal Economics, donc 5 idées clés issues de l'économie de l'élevage industriel. Et donc l'article est assez long, assez détaillé et vraiment passionnant. Je vous encourage à aller le voir. Donc une remarque, c'est que bloquer une ferme industrielle locale peut dégrader les conditions de vie des animaux ailleurs. Donc là, on voit en fait l'impact contrefactuel, c'est littéralement dans le monde où on fait fermer cette ferme.
probablement la même quantité de souffrance est exportée dans un autre pays, dans une autre région. Les fusions entre entreprises de viande peuvent parfois réduire l'élevage. Et donc à chaque fois, en fait, il faut considérer ce qui se passe dans le cas où on agit, dans le cas où on n'agit pas, ou différemment. Et le dernier point, c'est que limiter la pêche la pêche sauvage ne réduira peut-être pas la souffrance des poissons dans l'ensemble. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. En bleu clair, on voit que c'est la capture de poissons dans la mer. Et en fait, on voit que plus on a essayé de limiter cette pêche en zone marine, plus c'est remplacé par des modes de production alternatifs, mais peut-être pires. En rouge, notamment, en rouge foncé, c'est la production aquacole sur Terre, qui a décollé depuis les années 90. Ok. Donc de quoi les animaux ont le plus besoin, c'est ça. Est-ce que pour aider les animaux, il faut plus de candidats, de bénévoles, de financement, de recherche, de soutien politique, etc. On peut se baser notamment sur déjà des discussions qu'on peut avoir ici aux Estivales de la question animale, avec pas mal de responsables d'associations et de projets. On peut aller sur la Talent Survey, donc l'enquête des talents de EAAC, c'est Effective Animal Advocacy Careers, je peux vous donner le lien si besoin, mais sinon vous pouvez googler ça. Et voilà, notamment c'est une bonne ressource pour voir de quoi il y a besoin. Quelque chose d'important aussi, c'est de se projeter dans le futur. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il y a besoin, mais de quoi est-ce qu'il y aura besoin dans 5 à 20 ans. Là, j'ai mis quelques idées qui sont que l'intelligence artificielle devient de plus en plus compétente, va avoir un impact majeur probablement sur l'emploi. Mais ces intelligences artificielles vont poser tout un tas de problèmes. Entre autres, ils sont largement biaisés et spécistes. Et donc, ça doit nous poser un certain nombre de questions, étant donné le pouvoir qu'on va sans doute mécaniquement vouloir déléguer en tant qu'humain à ces systèmes-là, qui seront totalement incapables en tout cas actuellement, qui sont pas du tout en capacité de corriger leurs propres biais spécistes. L'explosion démographique humaine en Afrique, l'explosion anticipée de l'élevage d'insectes pour la consommation animale dans le monde et le dérèglement climatique. Tout ça, c'est des tendances de fond, en fait, qui vont avoir un impact énorme sur ce qui va se passer. Donc ça, c'est plus généralement sur les stratégies qu'on peut essayer de développer dans les projets et aussi du coup qu'il faut peut-être mobiliser dans nos réflexions autour de nos prochaines étapes professionnelles. Un troisième, et c'est le dernier outil que j'ai envie de présenter, c'est l'idée d'adéquation personnelle à un rôle. Donc l'adéquation personnelle, la définition qu'on peut essayer de donner, c'est nos chances d'exceller dans un rôle précis, dans un rôle spécifique, c'est pas général. Puisque donc il y a un certain nombre d'études qui semblent montrer que pour un rôle spécifique, il y a des personnes qui ont un impact démesuré. La question pour nous, donc, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de ne pas se retrouver à gauche de ce graphique, mais plutôt à droite, donc d'être dans les personnes les plus compétentes. Et il ne s'agit pas que d'une question de compétences innées, mais ça se travaille et ça se comprend pour nous positionner et pas juste essayer de tomber dessus. Pour un petit peu préciser, donc, à quoi ça sert de trouver les rôles dans lesquels on est les plus compétents ? Ça sert d'une part à être plus heureux pour nous. On est content quand on contribue significativement, quand on est utile et quand on a l'impression de faire un bon job et d'être reconnu pour ça. Le risque de burn-out, très concrètement, si on essaye juste d'imaginer à quel point ça va aider la cause à laquelle on s'attache, en fait, plus on est heureux, moins on risque de faire un burn-out et
plus longtemps on dure en fait pour aider, pour contribuer à la cause. D'autre part, on est tout simplement par définition plus performant. Donc, en fait, en trouvant où on est plus performant, on va davantage aider sur les problèmes qu'on essaye de résoudre. Troisièmement, c'est dans la durée. Encore une fois, il faut imaginer ça dans la durée. Quand on travaille bien, quand on est performant et qu'on aime ce qu'on fait, dans la durée, on progresse et on développe un capital professionnel. Et en fait, entre 5 ou 10 années passées sur un job qu'on aime et 5 à 10 années passées sur un job qu'on n'aime pas, clairement, la trajectoire, le développement n'est pas le même. Pour tout ça, c'est des bonnes raisons, même si vous êtes en mode totalement altruiste et vous réfléchissez pas du tout à votre propre bien-être, pour aider le plus possible, essayez de développer de trouver quelque chose où vous êtes particulièrement doué. Et comment est-ce qu'on fait pour ça ? On essaye de se fier un petit peu peut-être à nos intuitions, mais en fait vraiment pas trop, parce que les études montrent qu'on n'est pas bon pour prédire ce qui va nous plaire ou ce sur quoi on est spécialement compétent. Donc les tests d'orientation, l'introspection, des discussions un petit peu qui génèrent des idées, ça c'est utile, mais dans une certaine mesure pour se donner des bases de discussion. Plus utile, c'est d'explorer, de tester, avec une approche qui ressemble un petit peu à ce qu'on ferait en sciences. On formule des hypothèses, donc on essaie de trouver des options prometteuses de carrière, et donc ça on les tire un petit peu de ces discussions qu'on peut avoir, d'intuition, de tests. On identifie des incertitudes par rapport à ces options, et on trouve des moyens de les tester, de les explorer. Donc on discute avec des professionnels, des gens qui font déjà le job qu'on envisage de prendre. On postule à des jobs, on réalise des petits projets, potentiellement on peut faire du bénévolat. Voilà. Et en fait, cette approche itérative de test, d'exploration, elle est beaucoup plus utile que notre intuition. Des idées concrètes, quelques idées concrètes du coup qui essayent de mettre en œuvre tous ces outils qu'on a vus. Ça va être apporter une expertise dans des fonctions support à des ONG à fort impact. Ça peut être essayer de trouver et d'amener au marché des alternatives à la viande et au poisson. D'utiliser notre influence et notre visibilité, si on en a une sur les réseaux sociaux, pour essayer d'accompagner les gens et d'orienter l'attention collective vers des sujets plus cruciaux. Une autre manière, c'est d'obtenir un poste qui paye, d'obtenir ou de rester dans un poste qui paye bien et en fait qui va permettre de soutenir des associations et recruter. C'est totalement viable aussi, même si c'est contre-intuitif. Travailler en politique, soit au niveau français, régional ou au niveau européen, ou encore effectuer de la recherche sur des stratégies d'activisme. En fait, ça c'est totalement sorti de mon chapeau. En fait, il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup d'options viables. Et que c'est à chaque personne de trouver sa niche et la zone où elle pourra contribuer le plus significativement. Pour conclure, j'ai envie de suggérer donc de revenir à l'idée fondamentale, comme ça a été dit dans la présentation précédente, que notre objectif, on peut avoir pas mal d'objectifs à considérer quand on cherche un travail et notre prochaine étape professionnelle. Ce que là on essaie d'identifier, c'est comment est-ce qu'on peut aider les animaux, comment est-ce qu'on peut contribuer à la cause le plus possible. Pour ça, c'est vraiment important de réfléchir non pas à ce qui se passe sur les 2 prochaines années, mais dans le temps long, et d'explorer. Donner, c'est vraiment quelque chose qui est souvent négligé, mais c'est possible d'avoir un impact contrefactuel fort.
encore une fois contrefactuel, c'est que personne ne va le faire à votre place. Et donc là, j'ai essayé de mettre quelques chiffres pour avoir un ordre de grandeur. Et donc quelqu'un qui donnerait l'équivalent de 340 € par mois grâce à la réduction fiscale, donc en fait ça consiste à donner 1 000 € par mois, mais grâce à la réduction fiscale disponible en France, ça vous coûterait 340 € par mois, ce qui est significatif, tout comme l'est un changement de carrière où vous sacrifiez un tiers de votre salaire. Donc en donnant 340 € par mois pendant 1 an, vous pouvez financer une personne à temps plein pendant un trimestre, ce qui est vraiment très significatif pour un certain nombre de projets associatifs en France. Et une fois en poste, travailler sur les bons sujets, de manière stratégique, ambitieuse, chiffrée, qui tient compte de l'impact contrefactuel et n'hésitez pas à abandonner ce qui ne fonctionne qu'à moitié, ce qui n'atteint pas le plein objectif, le plein potentiel de votre travail. Encore une fois, comme ça a déjà été présenté avec ProAnimo, avec Anima France. Et peut-être les derniers conseils personnels, c'est donc premièrement réfléchir à sa carrière, c'est long, c'est difficile, c'est pénible parfois, ça suppose de remettre en question un petit peu nos élans naturels et c'est difficile de faire de la place pour ça à côté de vie, de carrière généralement assez chargée. Et c'est pour ça que c'est utile de s'appuyer sur des programmes tiers, je vais en reparler après, pour structurer cette recherche. Et c'est important de prendre soin de vous de différentes manières, à la fois financièrement, pas vous appauvrir à un point dangereux au profit des animaux non humains, ne pas négliger votre santé physique et ne pas négliger votre santé mentale, ce qui sont des choses assez importantes. Les dernières ressources donc, que je veux mettre en avant, c'est le guide carrière qui se trouve sur le site de l'association Altruisme Efficace France, qui est traduit de l'organisation 80,000 Hours que je mentionnais au début de la présentation. Donc c'est un guide en plusieurs étapes qui vous aide à mettre vos idées au clair et à avancer. Et il y a donc, je parlais de programmes pour vous aider, vous accompagner. Altruisme Efficace France propose des ateliers carrière sur le même modèle, en fait, le même rythme que le programme PIAF de ProAnimo. Avec Altruisme Efficace France, c'est quelque chose d'assez générique, c'est multi-cause. Donc si vous n'êtes pas encore sûr que ce à quoi vous voulez consacrer votre carrière, c'est la cause animale, en fait, c'est une des choses qu'on explore dans les ateliers carrière impact, mais pas seulement, à Altruisme Efficace France. C'est un programme en ligne et la prochaine session aura lieu en septembre-octobre 2025. Et le programme PIAF de ProAnimo donc aura lieu un petit peu après ça, en octobre-novembre je crois. N'hésitez pas à postuler à ces deux programmes. Les dernières choses, donc c'est des programmes d'incubation. Si vous avez un profil plutôt entrepreneur, il y a certes besoin de financement, il y a aussi besoin de davantage de compétences, mais il y a aussi besoin de davantage de volonté entrepreneuriale et de nouveaux projets. Et je voulais en citer quelques-uns. Donc le premier, c'est Kickstarting for Good pour les anglophones. En fait, tout ça, c'est anglophone. Je suis vraiment désolé. Kickstarting for Good, la School for Moral Ambition, qui propose aussi des différentes thématiques, dont la transition alimentaire. Et le dernier, c'est le site Ambitious Impact, qui a un certain nombre de projets autour de comment est-ce qu'on de programmes d'incubation autour de l'entrepreneuriat associatif, la recherche appliquée autour de l'impact, de l'évaluation d'impact, les fondations et l'entrepreneuriat pour redistribuer des richesses. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Et c'est la fin de ce live.